Alex, Sinon, j'ai t'avais des un romans. truc à raconter, je crois. Ouais, alors moi je voulais vous parler un petit peu musique, hein, évidemment, pour ceux qui me connaissent, ça paraît assez logique. Moi je voulais vous parler, bah là encore ça paraît logique, hein, d'un album de Pink Floyd, sorti donc en 1979, c'est The Wall. Certainement l'un des Je connais albums pas. le plus connus pourtant. Pink Floyd, pour rappel, c'est un groupe qui était formé à Londres en 1965 par Syd Barrett, donc à la guitare et au chant, Roger Waters à la guitare, à la basse pardon et au chant, Nick Mason à la batterie et Richard Wright au clavier et au chœur accessoirement aussi. Alors déjà Pink Floyd, vous savez ce que ça veut dire? Je m'en rappelle plus, Rose. je suis déçu. Rose, ouais. Rose, ouais. Non. Alors justement, C'est Pink mal, Floyd toujours les flamants roses, non. Ouais, c'est ça. Non, parce que flamant rose en anglais c'est flamingo, hein, comme en espagnol. Donc non, c'est pas ça du tout. En fait, ça vient de deux musiciens de blues en fait qui sont certainement considérés, je crois, comme les plus grands musiciens de blues, voire même les membres fondateurs un peu du blues. On a Pink Anderson et Floyd Council. Donc c'est pris les deux prénoms, ça fait Pink Floyd en fait, tout simplement. Donc c'est un hommage. C'est un hommage, voilà. Ah, Alors, à la base, c'était The Pink Floyd Sound, et rapidement, c'est devenu juste Pink Floyd, en fait. Voilà, ça c'est pour la petite intro. Donc, le premier album de Pink Floyd, sorti d'ailleurs en 1967. Donc, c'était The Piper at the Gates of Dawn. Alors ensuite, bon, il y a eu beaucoup de soucis avec la drogue, hein, dans le groupe, notamment beaucoup de LSD, beaucoup de acide, etc. qu'on pu sortir, tiens donc. Ensuite, on a notamment Syd Barrett, hein, qui est donc l'un des membres fondateurs, qui avait des gros problèmes là-dedans. Donc on a fini par le dégager un petit peu tout doucement du groupe en 68. Il y a David Gilmour qui l'a remplacé temporairement. Donc ils ont fait un album dans lequel les deux étaient présents un peu par intermittence. Et au final, après, à partir du troisième album, Barrett était complètement évincé. Et c'est Gilmour qui l'a remplacé. Donc là on est en 68. À partir de là, on a un changement de style qui commence à apparaître un petit peu, donc du rock plutôt, je vais dire psychédélique, on va passer sur un rock plutôt ce qu'on appelle progressif. Alors là, il y a plein de choses à voir, on pourra en discuter une autre fois, mais là, sinon on ferait des heures pour ne serait-ce que pour parler du rock progressif, donc on pourra en parler un autre jour. La consécration vraiment du groupe, par contre, elle arrive en 73 avec le célèbre album The Dark Side of the Moon, pour le coup, la fameuse pochette noire avec le prisme de lumière, hein, qu'on a tous vu une fois. Donc ça, c'est le 8e album du groupe. C'est un peu un monstre au niveau des ventes, parce qu'il est resté quand même plus de 12 ans consécutifs en tête des ventes. 18 ans au total, mais 12 ans consécutifs, c'est énorme, quoi. Ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il y a Queen une fois qui a dû faire peut-être un peu plus, un album de Queen qui a fait un peu mieux, je crois, une fois, mais sinon c'est vraiment rare. C'est de tous les temps, de toute l'histoire de la musique, c'est le 3e album le plus vendu de tous les temps. Le premier étant Back in Black de ACDC et Thriller, facile, de Michael Jackson, bien évidemment. Non, pas les Beatles, les Beatles on fait moins bien, tu vois. Je crois que c'était Matt Pokora. Ah mais j'étais persuadé. Il doit être l'an derrière. Il Il doit pas être l'an arrière, remarque, il doit être en 4e position, un truc comme ça, je crois que je regarde. Mais non, en tout cas, c'est le 3e album le plus vendu de tous les temps. Et donc après, 6 ans plus tard, donc arrive en 79, donc leur 11e album pour le coup, The Wall, auquel je vais m'intéresser un petit peu aujourd'hui, qui est considéré comme le dernier grand succès du groupe. Ils ont sorti quelques albums un petit peu après, mais c'est vraiment considéré comme le meilleur, en tout cas le dernier meilleur album. Après, c'est un peu des échecs commerciaux, puis ça devient de moins en moins intéressant. Bon, c'est autre chose. C'est subjectif, ça, non? C'est subjectif, mais oui et non. La musique est vraiment pas pareille, le style est vraiment différent. C'est subjectif, oui, parce qu'effectivement, j'en parlerai en conclusion, mais l'album qui a suivi The Wall, qui est vraiment un échec commercial, moi je l'adore, c'est certainement peut-être mon préféré de Pink Floyd. Peut-être justement parce que c'est le moins aimé, peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais voilà. Pink Floyd, The Wall, pardon, c'est pour contextualiser un petit peu le projet, le principe de l'album, c'est ce qu'on appelle un opéra rock, hein, donc c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire à travers les morceaux du groupe. C'est un peu comme si c'était une sorte de comédie musicale rock en gros. L'idée, d'où c'est venu, donc c'est en 77 lors d'un concert à Montréal. On avait un public, c'était n'importe quoi, c'était le bordel, ils arrêtaient pas de hurler, enfin, il y avait aucun respect, enfin subjectif, mais aucun respect pour le groupe, soi-disant, selon les musiciens. C'est à tel point qu'on avait un des spectateurs, notamment dans la fosse,
qui faisait tout pour perturber le concert, etc. Et du coup, Waters s'est énervé, il lui a craché dessus en fait. Ah, Ah ouais. sympa. C'est ça, il lui a craché dessus. Ça a tellement galé. Le respect Et du- ouais, et du coup, ça va plus loin, parce que du coup, il a quand même, il le dit lui-même qu'il a imaginé, rêvé qu'il y ait un mur qui se fasse entre lui et le public, en fait, pour être tranquille, pour plus avoir à supporter ces connards, hein, comme Kim pourrait dire. Donc voilà un petit peu jusqu'où ça va. Donc voilà, le mur hein, qui l'entoure, qui le sépare, voilà, ça commence à germer un petit peu. Alors justement, après il va profiter que l'intégralité des autres membres du groupe partent en vacances ou autre, et du coup il va, lui, Waters, composer l'intégralité des titres de l'album, tout seul, sans en parler à personne, hein, ce qui ça plaît pas forcément aux autres, forcément, ils sont pas super contents que le mec il ait fait tout dans son coin sans en parler. Du coup, ça a des situations assez drôles quand le titre assez célèbre Another Brick in the Wall, la partie 2, qu'on entend tout le temps à la radio, etc. C'est certainement le titre le plus connu de Pink Floyd. Il est très très court, hein, au final. On a un morceau qui dure, je crois, peut-être 2 minutes à peu près, donc c'est vraiment rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, les musiciens étaient tellement vénères de ne pas avoir été consultés pour le projet, qu'ils ont fait le minimum syndical. Ils ont fait 2-3 accords comme ça, tac tac, et c'est bon, démerde-toi avec ça. Vraiment. Pour ça, on a peut-être 3 phrases qui sont mises en boucle dans la chanson de façon à l'allonger. On a le chœur d'enfant qui a été rajouté après, pareil, de façon à l'allonger. Et encore chœur d'enfant, on a pris les 3 gamins de l'école d'à côté, et on a dupliqué le son 12 fois pour avoir un effet comme s'il y avait vraiment plein de monde, alors qu'en fait, il y a personne. Enfin voilà, donc ça donne des situations assez cocasses pour le coup. Alors pourquoi cet album en particulier ? Parce que le concept est assez cool en fait. C'est ça dont je voulais parler principalement. C'est l'histoire que raconte justement cet album. En fait, ça va raconter la vie d'un anti-héros qui porte le nom de Pink, tout simplement. Tiens donc. Alors, déjà, il a une vie qui débute vraiment mal. Il y a son père qui meurt à la guerre, comme d'ailleurs le père de Waters qui a composé donc l'album. Du coup, sa mère qui devient surprotectrice, hein, ça nous donne des phrases dans certaines chansons. Cette phrase par exemple, Of course, Mama's gonna help build the wall. Donc bien sûr, maman va t'aider à construire ton mur. Ou encore cette phrase, You'll always be a baby to me. Donc tu seras toujours un bébé pour moi. Donc c'est des situations assez étranges quand même. On va dire la surprotection de la mère. Donc il y a ça. Après il y a les enseignants aussi qui le tyrannisent vraiment tout le temps, qui sont plus intéressés par la discipline plutôt que l'éducation. Ils cherchent vraiment à le faire rentrer dans un moule, dans le même moule que tous les autres. C'est pour ça qu'on a souvent cette image assez récurrente dans je sais pas si vous avez vu les différents clips, etc. Mais souvent on a cette image d'un hachoir à viande, ou des gamins qui sont tous ensemble dans le hachoir à viande et qui sont pressés comme ça, parce que vraiment ils sont tous ensemble, ou l'instituteur qui est représenté comme un marteau aussi. Donc c'est pour ça, tout ça. Et donc pour fuir un petit peu tout ça, pour fuir un petit peu toute cette situation, il va finir par se réfugier un peu dans un univers qu'il va créer dans son esprit. Et il va justement bâtir dans son univers imaginaire, il va bâtir tout un mur imaginaire, encore une fois bien sûr. Et en fait, chaque traumatisme de sa vie deviendra une brique de plus dans son mur. On a cette phrase qui revient régulièrement dans différents morceaux de l'album. All in all is just another brick in the wall. Donc tout n'est jamais rien qu'une brique de plus dans le mur. Alors après, bon, sa vie, elle continue un petit peu comme ça, malgré son mur qui se construit dans sa tête. Il finit par devenir une rockstar, il va se marier, mais bon, classique, il va s'éloigner un petit peu de sa femme, et du coup, elle va finir par le tromper. Et ça, vraiment, ça constitue l'ultime brique de son mur. Vraiment, c'est là que ça devient un peu n'importe quoi. Il va s'enfermer dans la folie, dans la dépression. On a un titre qui s'appelle Goodbye Cruel World, I'm leaving you today, donc adieu mon cruel, je m'en vais aujourd'hui, je vous quitte. On a le titre aussi qui est assez dingue, One of My Turns. One of My Turns, on pourrait le traduire par encore un de mes épisodes, une de mes crises, où il y a plusieurs phrases qui sont marquantes dans ce titre. On a Night After Night, we pretend it's alright, donc nuit après nuit, on prétend que tout va bien. I feel cold as a razor blade, je me sens froid telle une lame de rasoir. Ou encore, effectivement, dans cette chanson, dans l'histoire, en fait, il rentre d'un concert avec une groupie qu'il a récupérée comme ça. Et puis il pète un câble d'un seul coup, et il dit cette phrase. Run to the bedroom, in the suitcase on the left, you'll find my favorite axe. Donc cours dans la chambre et dans la housse que tu trouveras sur la gauche, tu trouveras ma hache préférée.
Voilà, donc on voit un peu le personnage qui est pas forcément super bien dans sa tête. Bon, la vie doit continuer quand même, il y a quand même ses concerts à assurer, etc. Donc on a son médecin, son manager qui vont lui faire différentes injections. On a ce titre The Show Must Go On, qui est facile à traduire. Ces injections le font complètement halluciner, le font complètement triper. Et il va se finir par se prendre pour une espèce de dictateur fasciste. Et ces concerts, ça devient des espèces de prestations néo-nazies en fait. C'est vraiment dingue. Ça devient vraiment dingue. On a par exemple dans le titre In the Flesh, on le voit dans le film dont je parlais dans un instant, on le voit qui est vraiment, il a le crâne rasé, il a tout un uniforme, et on le voit qui harangue une foule dans une salle, et il incite à aligner, je cite, aligner contre le mur les juifs, les gays, ce qu'il appelle les coons. Donc coon en anglais c'est certainement le mot le plus insultant pour les noirs, les nègres, pour le coup, clairement. C'est certainement plus insultant que ça. Donc tous ceux qui sont présents dans la salle, tous ceux qui, je cite, ne sont pas comme lui. Et on a 2 titres également, donc Run Like Hell et Waiting for the Worms, dans lequel il va inciter en fait à traquer et à éliminer toutes ces personnes-là. Ça s'inspire un peu de la nuit de cristal qui s'est passée en 1938. Petite anecdote, dans le film, ce sont de vrais skinheads qui ont été utilisés pour jouer, et ce qui était apparemment assez dingue du coup, parce que pour contrôler les skinheads sur un tournage, c'est un peu dingue parce qu'ils n'étaient pas capables de simuler les coups qu'ils donnaient par exemple. C'est vite devenu le bordel. Bon bref. Les figurants, ils étaient contents. C'est ça. C'est pour plus de réalisme. C'est ça. C'est pour l'art. Alors après, ce qui se passe, c'est que dans sa conscience, ça va pas se passer comme ça finalement. Sa conscience elle-même va finir par se révolter, à vouloir arrêter tout ça. On a ce titre, on a une phrase qui ressort. I wanna go home, take off this uniform and leave the show. Donc je veux rentrer chez moi, enlever cet uniforme et quitter le spectacle. Et puis, sa conscience va du coup le soumettre à une sorte de procès fictif dans sa tête, où on voit défiler son maître d'école, son ex-femme, sa mère, en tant que témoin. Et finalement, le juge va ordonner finalement la destruction du mur et le condamner à être exposé au monde réel. On a cette phrase, la dernière phrase du titre The Trial, donc le procès. I sentence you to be exposed before your peers, donc peers 2ERS, donc vos pairs, pour le coup. Je vous condamne à être exposé à vos pairs, aux autres. Tear down the wall, faites tomber le mur. Donc voilà un petit peu pour la petite anecdote du film, de l'histoire. C'est The Trial, c'est le dernier morceau de l'album. Donc ça se termine là-dessus, où il devient finalement, il retrouve le monde réel un petit peu malgré lui. Donc voilà pour le film. Il y a au niveau des représentations des tournées qu'on suivit, il y a quelques qui sortent sympas. Notamment entre 80 et 81, c'est là qu'on a eu la tournée de l'album. Il y a eu très peu de représentations, peut-être en 30-40 en un an, donc c'est très peu. Pourquoi ? Parce que le matos était énorme pour le coup, c'est des grands shows, il y avait des grues pas possibles, des marionnettes géantes, il y avait des techniciens qui construisaient un mur au fur et à mesure sur scène, donc Waters du coup récupère son rêve d'avoir un mur qui était par du public. Waouh. Attends, ça veut dire que le mur a été construit entre lui et le public ? Ouais, sur toute la scène en fait, donc il finissait par... Il crée son délire... Ah oui, complètement, en fait, c'est à tel point où Waters finissait carrément par lâcher sa basse en fait et jouer le personnage de l'album sur scène en fait. Okay. Ah ouais. Ça donnait une représentation assez dingue en fait. Et qui est à la base du coup ? Je ne sais pas, mais ouais, ça devait être, il va y avoir un autre musicien, ou ouais, probablement, ouais. En playback, ouais. Le playback de Pink Floyd, ouais. Après, donc on a le 21 juillet 90, pour fêter les 1 an de la chute du mur de Berlin, on a Waters qui était depuis évincé du groupe entre-temps, notamment à cause de son ego, était évincé du groupe, et à Berlin, il a fait ce qu'il a réussi à garder les droits de l'album, parce que c'est lui qui a tout composé, du coup, quasiment. Il a fait une représentation spéciale pour fêter, je vous dis, l'anniversaire de la chute du mur, et donc tout l'album a été joué avec des invités comme Scorpions, Cyndi Lauper, Sinéad O'Connor, j'en passe. Et il a refait une tournée dans les années 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, ça va être en 2011, 2012, un truc comme ça. Il fait toute une tournée mondiale assez dingue, et le dernier spectacle c'était au Stade de France en fait.
Et puis pour clôturer, je vous parlais d'un film tout à l'heure. Alors je sais que l'album est sorti en 79, et effectivement en 82, l'album a été adapté en film. Donc c'est une adaptation cinématographique qui est sortie, donc je vous le disais, en 82, réalisée par Alan Parker, donc le réalisateur entre autres de Midnight Express, avec dans le rôle de Pink Bob Geldof, qui est un chanteur britannique qui est notamment le créateur des Live Aid. Si vous avez vu Bohemian Rhapsody, on parle beaucoup des Live Aid, hein, le fameux concert à Wembley, c'était pendant le premier Live Aid. Donc c'est les Live Aid, hein, c'est des concerts à but caritatif, hein, je crois que normalement c'est pour la fin dans le monde, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et on a plusieurs scènes du film qui sont en fait des scènes d'animation qui elles sont réalisées par Gerald Scarfe, qui est un dessinateur et un caricaturiste anglais. On a beaucoup de formes assez, je dirais, évocatrices dans les scènes d'animation qui sont assez étranges, hein. On a étrangement des fleurs à forme plutôt arrondie, dans lesquelles vous rentrez des fleurs à la forme plutôt fine. Le juge dont je vous parlais à la fin, c'est littéralement une paire de couilles avec des jambes en fait. Voilà, c'est assez dingue. Pour le coup, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Après, on en pense ce qu'on a envie d'en penser, mais je pense que c'est un film au moins à voir. C'est un concept particulier en tout cas. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, hein, dans ce thème un peu particulier qui vous est considéré certainement comme le dernier gros succès de Pink Floyd, en tout cas commercial. Je sais pas forcément mon préféré, j'en ai parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, il est vraiment intéressant à étudier. C'est pas mon préféré personnellement, je vous dis si je devais en choisir un, ce qui va être compliqué, mais si je devais en choisir un, ce serait certainement le suivant, donc leur 12e album qui est sorti en 80 je crois, quelque chose comme ça, ou 81. Donc qui est The Final Cut et qui est pour le coup quasiment un échec commercial en fait, mais que moi j'aime beaucoup du coup. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus donc. Ben merci Alexandre. Merci Alex. T'es vachement bien renseigné sur le sujet quoi. C'est Ouais, je me suis vraiment extrêmement complet quoi. C'est plaisir quoi. Je me suis fait vraiment plaisir à le faire, ouais, pour le coup. Ça, Tu sais qu'en plus ça m'a rappelé parce qu'en fait, je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un qui m'en a déjà parlé, mais j'ai vu des extraits de ce film. Je crois qu'on avait parlé ensemble. Et en fait du coup ça m'a fait un rappel de tout ça. Je me suis dit putain ouais, je me souviens d'un truc vraiment chelou. Oui. Mais malaisant tu vois quand on pourrait dire de nos jours, tu vois. C'est. Mais les clips, c'est pas des morceaux du film? Oui, enfin ouais, c'est les extraits du film, ouais. Avec c'est ça. les marteaux qui marchent. Ouais, c'est ça. C'est les extraits du film, donc. L'instituteur, là, il est flippant. Ouais. Mais Comfortably Numb, c'est The Wall, Wall, on est d'accord. C'est justement. C'est le moment où il fait le bad. C'est juste avant de se faire son injection justement, c'est que vraiment il y a tout un bad et du coup il revient un peu dans son enfance, dans les traumatismes de son enfance, etc. Ouais, en fait, il est sur la chaise, complètement mort devant sa télé. Il vient de péter son câble avec la groupie là, avec le coup de la hache planqué dans la chambre, et effectivement il est complètement amorphe. C'est là que son médecin lui fait une injection et que du coup il en vient à faire ses délires de dictateur là pour le coup. Alors moi j'ai une petite anecdote sur ce film que je n'ai jamais vu. On m'a toujours conseillé de le voir. Ouais. Et j'ai un pote, tu parlais de LSD qui était vraiment le truc à la mode à l'époque, hein, oui. Qui l'est toujours visiblement. J'ai un pote qui l'a vu sous LSD et qui m'a conseillé de le voir sous substance. Alors moi je ne touche pas à la drogue, mais en fait il m'a dit qu'il avait entendu des sons parce qu'il y a certes le film qui est un peu psyché avec les phases d'animation, mais il y a des sons qui sont quand même hyper particuliers chez Pink Floyd. Et il me dit en fait, quand t'es sous substance et que tu regardes ce film, tu vois des trucs que t'as jamais vus. Et t'entends des sons que t'entendras plus jamais dans ta vie. Ça m'étonne pas. Mais bon, ça va avec le délire du... Oui, bah évidemment. Ouais, mais même, est-ce que c'est pas juste toi qui te fais tes propres allus en fait, tu vois, genre, est-ce que deux personnes qui vont être sous LSD vont dire ah putain on a écouté des sons et en fait ils entendent pas du tout la même chose, c'est juste eux qui se font des films dans leur tête en fait. Voilà, après pareil. Mais moi déjà qu'un film comme ça, le voir, je pense que ça va me mettre mal à l'aise, tu vois. C'est malaisant. Mais alors si en plus je suis en bad trip... Ouais, Tu l'as vu toi Mickaël? Moi j'en ai vu pareil, j'ai vu que des extraits. Après pareil, on me l'a beaucoup vendu. Et puis en fait je l'avais commencé. Mais il dure comme 2h15, il est long. Ouais, il est long, ouais. Et j'avais commencé et c'était genre il faut assumer les 2 heures quoi. T'es là, tu commences le premier quart d'heure, je crois que j'avais fait un bon quart d'heure, une demi-heure. T'es là, tu fais ah ouais, c'est quand même un truc quoi. Il faut c'est une expérience visuelle quoi. C'est
c'est Avatar avec la 3D, 4D, plus sous LSD. C'est ça. C'est un film en plus qui a pas forcément bien vieilli, qui a jamais été remasterisé. C'est un film qui est de 82, qui a jamais été remasterisé. Donc les versions que tu peux trouver, que sont en DVD ou en streaming, sont pas forcément super top au niveau de la qualité graphique. Et puis bon, faut assumer aussi, d'un seul coup tu passes d'une scène filmée, d'un seul coup tu passes à une scène d'animation, mais sans transition, quoi. C'est vraiment de but en blanc, et même possible que d'un seul coup la scène filmée se transforme en scène animée d'un seul coup, et donc et des fois, faut s'accrocher, quoi. Il me semble qu'en fait, j'avais commencé à le regarder, mais j'étais pas seul, j'étais avec des potes, et on était en soirée, en gros, on s'était dit, vas-y, let's go, on se le mate et tout, tu vois, donc on était un peu alcoolisés, quoi. Mais sans plus, tu vois, non, mais, bon, on était peut-être un peu carrément déchirés, mais, juste, en fait, on a commencé à regarder le film, on m'a dit, il faut vraiment que tu le vois et tout, et un pote, il me l'a montré, et en fait, au bout d'un quart d'heure, même 20 minutes, même lui, il fait du bon, c'est vrai qu'on se fait chier, quoi. Genre, voilà, c'est pas que le film est chiant, quoi que ce soit, c'est juste que, bah, ça allait pas avec ça allait pas avec l'ambiance, et surtout, c'est vraiment très particulier. Après, c'est une expérience cinématographique, je pense. C'est comme les films genre des trucs à la Sin City ou des trucs qui ont vraiment un truc graphique très particulier, très unique, que tu retrouveras nulle part ailleurs, quoi. Enfin, pour le coup, clairement, je pense qu'il y a aucun autre film comme ça. Hein. Ouais, non. Donc, je pense que c'est particulier. Après, peut-être qu'aussi, c'est un film qui mérite qu'on connaisse l'histoire en amont, qu'on sache comment il a été, comment l'album a été construit, ce truc d'égocentrisme de ouf d'un type qui va monter son machin, quoi, et qui traite ses propres démons, hein, certainement, là-dedans. Mais oui, il y a de ça aussi, ouais. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager, parce que le partage, c'est quelque chose qui fait du bien, à la fois aux gens qui vous entourent, mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook, parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces 2 emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast, et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.